Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il reste quelques centaines d'adultes qui, tous les ans, demeurent introuvables. Dans ce podcast, vous allez entendre le témoignage de Ghislaine Debève. Elle est bénévole dans une association, l'ARPD, qui se lance à la recherche de ces personnes disparues. Un engagement qui fait écho à la propre histoire de cette retraitée. Au début des années 70, elle était partie de chez elle pendant plusieurs années sans donner de nouvelles à ses proches. Ghislaine Debève se confie dans Code Source au micro d'Ambre Rosala. Ghislaine Debève a 76 ans. Elle a les cheveux roux coupés courts et les yeux bleus. Elle habite à Antone-et-Trigonan, une petite commune en Dordogne. Elle vit seule dans une grande maison, située en pleine nature, à la lisière d'une forêt. Je travaille dans ma maison tout le temps, là. C'est une grande pièce, voilà, avec une cheminée, un canapé, une table, mon semblant de bureau et tout mon bazar. C'est ici, dans son salon, qu'elle passe des heures à faire des recherches pour aider des familles à retrouver un proche disparu. J'ai toujours été passionnée de faits divers et d'enquêtes, en fait, depuis mon plus jeune âge. Depuis très jeune, c'est même venu à des émissions qu'on écoutait à la radio quand j'avais 6 ans. Et c'était les histoires d'Arsène Lupin. Et je me passionnais à écouter ça. Voilà. Plus tard, adulte, quand il y avait l'émission de Jacques Pradel, je ne la manquais pas à la télévision. Oui, je me passionnais, je cherchais, je fouillais déjà. Et j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Quand je regarde une série, c'est pareil, mais je trouve déjà avant, donc quelquefois, je ne regarde pas toute la série. Ghislaine est originaire de Nantes, en Loire-Atlantique. Elle a emménagé en Dordogne il y a 34 ans avec son mari. Elle avait déjà une fille avant de le rencontrer et elle a aussi élevé les 2 enfants de son mari, nés d'une première union. Avant d'être à la retraite, Ghislaine travaille à la Chambre d'agriculture de Dordogne dans un service d'urbanisme. En 2003, alors qu'elle a 55 ans et une vie encore bien remplie entre son travail et sa vie de famille, elle découvre dans un reportage l'ARPD, l'assistance et recherche de personnes disparues. Elle apprend que les bénévoles de cette association aident des familles de personnes disparues à retrouver leurs proches. À la télévision, comme ça, je regardais. Je me suis dit, tiens, un jour, quand je serai en retraite, j'espère qu'elle existera encore, cet asso, et moi, j'y rentrerai. Et voilà, les années ont passé, j'étais en retraite, j'ai perdu mon mari, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de soucis dans ma vie. Et un jour, j'étais en vacances en Bretagne, avec mes petits-enfants, qui étaient jeunes à l'époque. Et puis, je pense à la RPD, la présidente, elle habitait en Bretagne. Alors, j'ai donc téléphoné, et puis j'ai pris le rendez-vous, et c'est comme ça que je suis rentrée à la RPD. Ghislaine devient bénévole à la RPD en 2017, juste après sa retraite. Tout de suite après son adhésion à l'association, on lui confie un premier dossier. La maman m'appelle, donc elle recherchait son fils disparu, qu'avait abandonné femme et enfant. On ne savait pas où il était, donc moi je débarquais. C'était un dossier de Dunkerque. Donc je me suis mise à fouiller sur Internet. Et puis je me suis dit, tiens, je vais écrire aux centres sociaux, etc. Et bingo, je l'ai retrouvé comme ça. Il y a un assistant social qui m'a appelé, qui m'a dit, il est là. Écrivez-lui et on va essayer de le faire rejoindre sa famille, enfin contacter sa maman. Ce qui est arrivé d'ailleurs, au bout d'un temps. C'est très gratifiant, on est super heureux de clôturer un dossier, entre guillemets, super heureuse. Ghislaine a retrouvé la trace de cet homme en 3 semaines seulement. Alors on lui confie d'autres dossiers et elle y prend goût. À chaque fois qu'une famille fait appel à l'ARPD, le même procédé est mis en place. Nous sommes contactés par une famille et après j'écoute la famille, je leur pose des questions et je propose notre aide. Et à ce moment-là, les familles reçoivent un dossier, je leur envoie un dossier qu'elles doivent remplir avec le maximum d'informations. Voilà, ça se passe comme ça. Alors ma méthode à moi, c'était de chercher, c'était passer du temps sur Internet. J'ai appris à écouter les familles. Je demande souvent où le disparu allait en vacances, etc. Ce qu'il aimait, ses passions. C'est comme ça que j'arrive à remonter des fils, en fait. Il m'était arrivé sur Facebook de voir que le gars recherché était en lien avec quelqu'un. Donc j'essayais de joindre le quelqu'un, enfin, etc. Je vais chercher dans des lieux où d'autres ne vont pas chercher, en fait.
La RPD travaille surtout en complément des enquêtes policières ou de gendarmerie pour aider les familles quand l'enquête officielle n'a rien donné. Et les personnes disparues ont des profils très variés. Il y a beaucoup de disparitions volontaires, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour essayer de les retrouver, Ghislaine fait des recherches sur Internet, en fouillant les archives, les avis de décès ou encore en scrutant les réseaux sociaux. Si Ghislaine est si investie, c'est parce que son travail à la RPD fait écho à sa propre histoire. Elle a elle-même disparu volontairement pendant plusieurs années. En 1969, Ghislaine a 21 ans. Elle est fille unique et vit à Nantes avec ses parents. Et un jour, sans prévenir personne, elle décide de quitter leur maison et de disparaître sans laisser de traces. Il y avait un gros problème familial avec ma mère. J'avais une mère qui me disait toujours que j'étais bonne à rien, que je ferais jamais rien de ma vie, qu'elle a failli mourir quand je suis née. Et ce qui a fait qu'un jour, j'ai entendu la chose de trop et je suis partie. Comme ça, pas de papier, surtout rien, sans rien. Je suis partie me cacher chez une amie à Nantes, en attendant de voir s'ils vont me rechercher, enfin ce qui se passait. J'ai attendu un petit peu, puis après je suis partie en stop. Je suis partie en Allemagne. Je me suis dirigée sur la Belgique, mais il faut savoir qu'à l'époque, on fait du stop, c'est très bien. C'est souvent des camions qui s'arrêtent. Mais il y avait des frontières à l'époque. Donc il fallait se planquer dans le fond du camion, clandestinement. Hein. Et puis pour arriver jusqu'en Allemagne, à Munich, etc., Hanovre, Hambourg, Lübeck, Francfort, enfin tout un circuit en Germanie, en Allemagne. En Allemagne, Ghislaine rencontre une autre jeune Française, fugitive elle aussi. Elles n'ont pas de papier, pas d'argent et pas de vêtements de rechange. Et puis on rencontre une femme qui se prostituait. Elle parlait français un petit peu. « Qu'est-ce que tu fais là ?» On explique, elle dit « Mon frère tient un bar, tient une boîte, hein, entre guillemets, c'est un bordel quoi, une boîte. » Elle me dit « Il faudrait mieux venir manger et tout. » Donc elle nous emmène là-bas, mais jamais il ne nous a rien arrivé. Hein. Son frère nous a donné de l'argent pour acheter des vêtements. Et elle m'a logée. Ghislaine trouve ensuite du travail en tant que blanchisseuse. Elle repense parfois à sa famille, se demande s'ils la recherchent, mais elle n'envisage pas de rentrer en France. J'ai pensé à la famille, mais enfin bon, sans plus, hein, parce que moi je souffrais aussi. Oui, je pensais au moment de Noël, mais toujours quelqu'un me faisait un joli Noël, donc j'y pensais pas trop en fait. Je me suis dit, ils l'ont peut-être pas volé, quoi, que je parte. Alors qu'elle vit en Allemagne depuis près d'1 an, Ghislaine rencontre un garçon. Ils ont une relation qui ne dure pas longtemps. Je fréquentais un garçon et ce garçon trafiquait. Je me suis aperçue qu'il trafiquait de la drogue. C'était à Hambourg, ça, et Hambourg, c'est un port. Et il y a des bateaux qui viennent de partout. Et je suis allée avec lui sur le bateau. Il m'a dit, viens avec moi là sur le bateau. Il faut que je discute avec le commandant. Toi, tu resteras tranquille. Bon. Okay. Et puis quand on est revenu, on prend des petites barques. Et puis à un moment, ça m'a projeté sur lui et j'ai senti qu'il y avait plein de choses sur son corps en fait. C'était de la drogue. Enfin, à mon avis, j'ai jamais demandé. Hein. Surtout pas. Et je pense que c'est ça. Et quand on est redescendu, il m'a dit à la douane, tu fais comme si rien n'était et tout se passera bien. Ce que j'ai fait. Et donc c'est pour ça, après, je suis partie après. Je voulais pas être mêlée à un trafic de drogue. Après ça, Ghislaine décide de quitter l'Allemagne. Elle s'installe quelque temps en Hollande avant de rentrer en France. J'avais ma grand-mère qui habitait pas loin de Strasbourg. Mais j'ai pas osé passer chez elle. Je me suis dit non, allez, tu continues. Je suis revenue sur Nantes. Stop, toujours. Je suis passée devant la maison de mes parents, la nuit. J'ai dit, tu rentres ou tu rentres pas ? J'ai décidé de pas rentrer. Et j'ai continué sur l'Espagne. Avant d'arriver en Espagne, Ghislaine s'arrête à Marseille où elle se procure de faux papiers. Puis elle franchit la frontière espagnole. Elle s'installe à Malaga où elle trouve du travail comme femme de ménage dans un hôtel. Au bout de quelques mois, elle décide d'aller au Maroc. Là-bas, elle rencontre un homme et elle tombe enceinte. Ghislaine donne naissance à une petite fille, seule, à l'hôpital de Constantine en Algérie. Une fois maman, elle se dit qu'elle préférerait élever sa fille en France, près de sa famille. Elle rentre alors avec son bébé à la fin de l'année 1972. C'est facile de partir et c'est très difficile de revenir. Il y a une culpabilité quand même. En fait, moi, je me sentais coupable aussi d'avoir fait souffrir, mais je me suis dit, j'ai souffert aussi.
ça a brisé quelque chose et j'ai vite trouvé du travail. Très très vite, ils ont trouvé beaucoup de travail à l'époque. Je faisais de l'intérim, je m'adapte très facilement. Et donc voilà, pour élever ma petite et pas être dépendante. Mais ça laisse toujours une blessure. Ma mère ne m'a jamais pardonné. J'ai toujours eu droit à des réflexions, tout le temps, tout le reste de ma vie. Ma mère n'a jamais compris que j'avais besoin de liberté, en fait. À son retour en France, Ghislaine découvre que sa famille l'a recherchée pendant les 3 ans où elle a disparu. Près de 50 ans plus tard, à partir du moment où elle rejoint la RPD, Ghislaine se met à traiter des dossiers qui lui rappellent ce qu'elle a vécu. Un jour, on lui confie par exemple une affaire de disparition de mineurs. Une mère cherche sa fille de 17 ans qui vient de fuguer. Un soir, j'ai été contactée par une maman qui m'a fait donc le dossier très rapidement. Le lendemain, je l'avais. Et le surlendemain, je débarquais à Limoges, puisque ça se passait à Limoges, donc à 100 km d'ici. Et puis moi, je suis allée voir la maman. Elle me dit, il se pourrait qu'elle soit dans telle cité, parce qu'elle était tombée amoureuse d'un type, enfin d'un garçon beaucoup plus âgé qu'elle. C'est-à-dire que 17 ans, lui, il en avait 34 ou 35. Toute seule, elle ne voulait pas y aller. Moi, je ne suis pas peureuse de nature, et bingo, on y va, quoi. Hein. Et alors, on est arrivé au milieu de la cité, là, avec la maman, là, dans la voiture. Moi, j'ai ouvert les portes. Et puis, on a attendu que les guetteurs viennent nous voir. Et on leur a mis le marché en main. Tout simplement en disant, écoutez, voilà, c'est une mineure, il faut nous aider à la retrouver. C'est vraiment, on leur fait peur, quoi. Tu reviens à telle heure, à tel endroit, tu nous donnes les éléments si tu les as, et bingo, c'était bon, quoi. C'était le matin à 10h. Et voilà, à 14h, elle était localisée. Depuis 2017, Ghislaine a résolu une 60aine d'enquêtes. Elle est devenue présidente de la RPD en Nouvelle-Aquitaine et s'occupe désormais surtout d'encadrer les bénévoles et de recueillir les dossiers des familles. Elle n'enquête plus autant qu'avant, mais elle continue de travailler sur certains dossiers. Comme celui d'une dame disparue il y a 10 ans, quand elle avait 70 ans. Elle a 80 ans aujourd'hui. Elle n'est pas dans les fichiers de décès, donc elle est bien quelque part. Donc je me pose des questions. Est-ce criminel, n'est-ce pas criminel ? Il y a eu une enquête sérieuse et tout. Ça n'a rien donné. Il y a eu le parcours du combattant pour essayer de rouvrir le dossier, mais pour ouvrir un dossier, il faut un élément nouveau. C'est très compliqué. J'ai même écrit jusqu'au doyen des juges, quoi. Qui, bien sûr, non, ça bouge pas, quoi. Donc, on va recommencer l'enquête avec le monsieur, avec le mari. On va recommencer à zéro. Même 10 ans après, on va vraiment recommencer à zéro et se mettre dans les pas de cette femme qui part avec 2 sacs. Donc elle part pas pour se suicider. Elle a 2 sacs de vêtements, sa trousse de maquillage. Même si le dossier reste ouvert des années, il faut pas lâcher. Jamais, je ne lâche jamais. J'ai moi-même disparu. Donc c'est pour ça que j'en suis venue à me dire, tiens, je vais aider les familles et je pense que c'est une manière de me racheter, oui, effectivement, parce que je n'aurais pas dû partir et faire souffrir mes proches. C'est cette expérience-là qui m'aide à comprendre les familles, je ne juge jamais ni les familles, ni les disparus d'ailleurs. J'ai une petite disparue, là, ça fait 3 ans que je l'ai retrouvée, elle est toujours disparue, elle ne veut pas voir ses parents encore. Je fais l'intermédiaire. Les familles, je leur raconte toujours mon passé. Et elles savent qu'on peut revenir. Donc ça leur met du baume au cœur, tout simplement. Ambre, comment les parents de Ghislaine ont réagi quand elle est revenue chez eux ? Alors elle reste assez discrète à ce propos, elle ne s'épanche pas vraiment sur le sujet, mais elle m'a quand même dit que les retrouvailles avaient été mitigées, ses parents étaient contents qu'elle rentre, mais sa mère lui a beaucoup reproché sa disparition dès les retrouvailles, et elle lui a reproché pendant toute sa vie d'ailleurs. Et Ghislaine m'a dit qu'elles avaient continué à se voir, elle s'est occupée de sa mère jusqu'à sa mort d'ailleurs, mais elle m'a quand même dit qu'une distance s'était installée entre elles après la disparition de Ghislaine. Combien de dossiers traite son association, la RPD, chaque année ? Chaque année, l'association ouvre entre 250 et 300 dossiers dans toute la France et il y a un réseau de plus de 600 enquêteurs pour essayer de retrouver les personnes disparues. Et par exemple, l'année dernière, en 2023, il y a 146 personnes qui ont été retrouvées grâce au travail de la RPD. Est-ce que les bénévoles de cette association préviennent les proches lorsqu'une personne disparue est retrouvée ? Oui, les proches sont informés que la personne a été retrouvée, mais les coordonnées de la personne disparue ne sont pas systématiquement données à la famille.
En fait, les bénévoles font l'intermédiaire entre les deux et l'association ne cherche pas forcément à convaincre les personnes disparues de revoir leur famille si elles ne le souhaitent pas. Merci Ambre Rosala, cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous des petites étoiles ou des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Ne ratez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Crime Story qui consacre cet été une série en 6 épisodes sur l'affaire Dupont de Ligonnès. Et puis, avant les Jeux Olympiques, vous pouvez rattraper tous les épisodes de notre podcast Le Sacre, des confessions d'athlètes médaillés d'or à retrouver chaque mercredi.